Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche en politique. Nous essayons aujourd'hui de prendre un petit peu de recul face aux violences commises en marge des manifestations des Gilets jaunes. Comment lutter contre cette violence sans mettre en péril nos libertés individuelles? Comment venir à bout des casseurs sans limiter le droit de manifester? Ou encore, faut-il interdire les LBD, les fameux lanceurs de balles de défense? Voici quelques-unes des questions sur lesquelles vont débattre nos trois invités. Tout d'abord, Céline Roy, ancienne gilet jaune à Vesoul et maintenant adhérente de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Face à elle, Frédéric Barbier, député La République En Marche du Doubs. Il a voté pour la loi anti-casseurs, une loi qui a fait polémique. Et puis Richard Diver, c'est le secrétaire départemental de la CGT pour le département du Jura. N'oubliez pas, vous pouvez commenter cette émission grâce au hashtag DimpolFC, hashtag DimpolFC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors, première question, on va faire déjà un premier tour de table et je m'adresse à vous, Céline Roy. Vous avez occupé le rond-point de Noidans-le-Ferroux, près de Vesoul, dès le début du Noidans-les-Vesoul, près de Vesoul, dès le début du mouvement, le 17 novembre. Vous avez donc été manifestante à de nombreuses reprises. Est-ce que vous avez assisté à des violences? Alors, nous, quelques jours après le 17 novembre, on a été expulsés, entre guillemets, par la gendarmerie mobile. Mais gentiment ou pas gentiment? Pas gentiment, parce qu'on était complètement pacifiques, assis sur un rond-point, et on a reçu des gaz lacrymogènes, alors qu'on venait de leur offrir des roses blanches. Donc, le sentiment d'injustice était bien ancré quand même. Richard Diver, vous, comme je disais, vous êtes responsable départemental de la CGT. Alors, des manifestations, vous avez participé, vous en avez organisé. Quels sont les devoirs que vous devez respecter en tant qu'organisateur de manifestations? C'est-à-dire qu'on doit, faire une déclaration en préfecture pour les plus grosses villes 3 jours minimum avant la manifestation, et puis on donne les modalités de la manifestation. C'est-à-dire le tracé? Le tracé, et puis les heures approximatives de départ et de fin de manifestation. Vous êtes vigilant sur quoi, vous? C'est la dislocation ou ça pose toujours un petit problème? Sur un département rural comme le Jura, on n'a pas trop ce type de difficultés, ce qui n'est pas forcément le cas, par contre, dans les grandes villes où j'ai pu assister lors de rassemblements nationaux à des difficultés beaucoup plus graves, quoi. Avec des heurts, quoi. Avec des heurts, oui. Par exemple, les anarchistes dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, les extrémistes de droite, les extrémistes de gauche, vous les craignez dans le Jura? Vous savez, ils sont peu nombreux, donc on a... Vous les connaissez? On avait égard de risque, on les connaît, voilà. Vous les repérez vous-même? Voilà. Vous faites des fois un peu le ménage vous-même dans les manifs? C'est rare, on arrive par la discussion à régler les choses assez facilement. Frédéric Barbier, vous êtes un ancien socialiste, je pense que vous avez fait des manifestations. Est-ce que vous avez rencontré des gilets jaunes dans votre circonscription et comment ça s'est passé? Je suis aussi un ancien syndicaliste. Donc, bien sûr, moi, je me suis attaché à les rencontrer sur l'ensemble des ronds-points. Et puis, essayer de nouer le contact et le dialogue. Et à partir de cela, j'ai engagé une visite sur les quasiment 56 communes de la 4e circonscription du Doubs. Je les ai associés à cette démarche. Et on fait encore demain matin une réunion auquel ils sont invités sur... Mais par exemple, quand vous étiez syndicaliste, vous aviez peur des manifestations et que ça dégénère? Non, jamais, parce qu'effectivement, on était encore il n'y a pas longtemps sur une manifestation à Hérimoncourt pour le cas de Peugeot. Oui, pour sauver le site d'Hérimoncourt. Pour sauver le site d'Hérimoncourt, avec bien sûr les différentes organisations syndicales. Ça s'est très bien passé. Parce que c'est encadré, parce que c'est organisé. C'est organisé, parce que c'est déclaré, comme le disait M. Diver. Les heures de départ sont prévues, les heures de fin aussi. Et puis, il y a un service d'ordre, pas uniquement, je veux dire, de la gendarmerie, mais aussi parfois des organisations syndicales. Céline Roy, vous êtes en retrait des Gilets jaunes depuis le début janvier. Pourquoi? Parce que j'ai été condamnée en justice, justement, à cause de ces manifestations-là. Parce que c'était des manifestations non déclarées, non autorisées, Exactement. Et pour entrave à la circulation, c'est bien ça, le chef d'inculpation. Donc, j'ai quand même 2 mois de sursis qui me pendent 2 mois de prison, hein? Oui, voilà. Donc, j'ai décidé de prendre un pas de recul. Mais ça calme? C'est ça que vous voulez dire? C'est que la répression fonctionne. Ça calme pas, mais la répression fonctionne. C'est juste que voilà, j'ai 3 enfants, donc je peux pas me permettre de partir 2 mois en prison
comme ça, et voilà, mais je garde toujours C'est les leur mêmes, papa qui ferait la tête, c'est ça? les enfants aussi, hein, le papa sûrement, mais les enfants aussi. Après, je garde les mêmes revendications, je suis toujours derrière eux. Et puis vous avez payé des amendes j'ai aussi. payé des amendes aussi. Donc, si j'ai bien noté, 157 € d'amende et 800 € de dédommagement. Exactement. À ça, j'ajoute aussi les frais d'avocat et tout un tas de choses après. Vous avez été aidé par une petite cagnotte solidaire. Exactement. Hein, c'est ça. Et je tiens encore à remercier les gens qui y ont participé. On va passer à la première partie de cette émission, à savoir les LBD, les lanceurs de balles de défense. On en a beaucoup entendu parler. Alors, il s'agit d'une arme non létale, ça veut dire qu'elle ne doit pas donner la mort, qui tire des balles de 40 mm, soit 4 cm. Les utilisateurs, ce sont des policiers ou des gendarmes qui sont formés pour l'utilisation de ces armes. Et la consigne, c'est de viser ni la tête ni les parties génitales. Et il faut être au moins à plus de 10 mètres des manifestants. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu des LBD en action dans sa vie? Pas en action, mais Non. Non, non, non. Alors, des professionnels de santé protestent contre l'utilisation de ces LBD. C'est le cas de 2 chefs de service de l'hôpital Jean Mingeot de Besançon. Ils ont lancé une pétition sur Internet où écrit au président de la République. Le professeur Laurent Tinès, neurochirurgien, et Bernard Delbosque, ophtalmologue, demandent l'interdiction des LBD compte tenu de la gravité des blessures provoquées. On les écoute. On a pu constater qu'au cours des différentes manifestations où ces lanceurs ont été utilisés, des lésions oculaires gravissimes en nombre particulièrement important. Et c'est cette importance des dégâts et du nombre de lésions qui nous ont fait réagir en tant que médecins spécialistes, dont l'objectif est habituellement de préserver la vue, et aussi en tant que citoyen. Les conséquences sont très importantes, franchement très importantes, sur la personne elle-même, sur sa vision, sur son activité sociale, sur son activité professionnelle. Donc, si ce type d'engin a des conséquences telles, on ne peut pas ne pas réfléchir à son utilisation et à la manière de s'en servir. C'est ça ce moratoire, c'est discuter, arrêter l'usage des armes, discuter des conditions d'application très strictes de ces armes et aussi donner des solutions de recours aux citoyens en cas de non-respect de ces consignes pour qu'ils puissent établir une procédure qui leur permette d'avoir un recours en cas de blessure. On va écouter maintenant Joël Mathurin, c'est le préfet du Doubs. Il a reconnu l'utilisation des lanceurs de balles de défense, des LBD, dans le département, à Montbéliard et à Besançon, au moins une vingtaine de fois. Il explique pourquoi. Quand on passe en violence urbaine, quand il y a des jets de projectiles, acides, parpaings, boules de pétanque, on est en situation de défense des forces de l'ordre. Et donc, dans certaines situations, bien sûr, il y a des personnes qu'il faut neutraliser. Et on arrive à les neutraliser avec les LBD. Quand vous voyez des ophtalmologistes qui demandent un moratoire sur les LBD, vous réagissez comment? Écoutez, moi, ce que je souhaite souligner, c'est que quand même, il est inadmissible au XXIe siècle que nous puissions avoir dans le Doubs à déplorer une douzaine de blessés parmi les forces de l'ordre qui ne sont là que pour protéger la population. Il n'est pas possible d'imaginer que dans un état de droit, on puisse laisser saccager Besançon, parce que c'est ça le sujet. Vous l'avez vu comme moi, des conteneurs brûlés en pleine place de Pasteur, qu'on puisse laisser envoyer des boules de pétanque contre des policiers ou des gendarmes. Il faut réagir pour maintenir l'ordre. La paix civile n'est possible que quand la force reste à la loi. Céline Roy, est-ce que vous comprenez, vous, le préfet, qui dit que les forces de l'ordre doivent se défendre? Alors, je comprends totalement que les forces de l'ordre doivent se défendre et c'est totalement légitime. Ils ne sont pas là pour donner des coups ou en recevoir. Mais ce que je comprends pas, c'est quand on dit que ça sert qu'à se défendre ou à défendre les forces de l'ordre. Et quand on voit sur des centaines de vidéos qui ont été filmées justement quand ces LBD ont été utilisés, qu'il y a des personnes qui ne sont ni en train de jeter des parpaings ou des boules de pétanque, qui sont simplement en train de manifester, pas du tout agressives, et qui reçoivent un LBD dans l'œil. Ce qui les handicape à vie. Après ça, il y a quand même un impact au niveau familial, professionnel. C'est ce que le professeur Delbosque disait. Voilà.
y a quand même 35 ophtalmologues qui ont déposé une demande de moratoire. Il y a des neurochirurgiens qui s'inquiètent sur la question. Il y a l'ONU, il y a le Conseil de l'Europe. À un moment donné, si même l'ONU et le Conseil de l'Europe se mettent à se pencher sur la question, c'est que je pense qu'il y a quand même une dérive au niveau de l'utilisation de cette arme. Alors, l'arme LBD a été utilisée à 14 000 reprises en France et qu'actuellement, il y a 174 enquêtes de l'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale, sur des violences policières, dont à peu près 80 à propos des LBD. Est-ce que vous partagez l'avis de Céline Roy sur les LBD? Pour une bonne partie, oui. Les LBD sont des armes dangereuses et mutilantes. On a d'autres possibilités, d'ailleurs, dans les autres pays d'Europe. On utilise d'autres solutions que ce type d'armes. C'est quand même utilisé dans d'autres pays d'Europe, comme la Pologne, l'Allemagne, l'Espagne. Il n'y a pas que la France qui l'utilise, hein. Oui, mais il y a d'autres méthodes de maintien de l'ordre qui sont utilisées, peut-être plus de distance pour éviter justement ce contact trop de proximité avec les gens qui seraient violents dans les manifestations, parce qu'il est quand même clair que, et ça on le condamne, qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait une atteinte qui soit portée aux personnes et aux biens lors de mouvements sociaux quels qu'ils soient. On en a fait les frais aussi, nous, la CGT, sur certains mouvements plus dans les grandes villes, et on voit d'ailleurs que c'est surutilisé parce qu'on sait que ces personnes qui interviennent sur les manifestations, on sait qu'on les laisse passer. Quand vous dites on les laisse passer, c'est les forces de l'ordre laissent passer les casseurs. Les forces de l'ordre laissent passer les casseurs. J'ai un exemple concret auquel j'ai assisté. C'est à la manifestation de juin 2016 à Paris. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait C'était quoi, les lois El Khomri? C'était contre les lois El Khomri. Voilà, le ministre du Travail. Le Premier ministre, c'était Valls à l'époque. Lorsqu'on a on a une camarade qui a un petit peu titillé les forces de l'ordre, mais vraiment gentiment. Les a chahutés, quoi. Les a chahutés, en montrant son bras comme ça pour faire en disant je suis costaud. Il a dit, l'agent qui était là a dit, on sait que c'est pas vous. Ils sont déjà passés, et puis on a dit, mais vous donc n'avez vous, ce que vous trouvez... Donc non, on n'a pas l'ordre de les empêcher de passer, quoi. Donc les casseurs sont laissés passer, et puis donc les LBD, ça vous paraît être une force inappropriée face à des manifestants lambda? Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on a les moyens d'empêcher ces éléments violents d'entrer dans les manifestations. Alors, d'autant plus quand c'est une manifestation syndicale, parce qu'on sait cadrer ça, ce qui est beaucoup plus compliqué. Les gilets jaunes, c'est pas ça. On va laisser répondre Frédéric Barbier. Je sens qu'il ronge son frein. Donc, pour vous, les LBD, c'est trop ou c'est pas assez? Écoutez, on en est à plus de 3000 blessés sur le territoire national. Et des gens qui vont effectivement, vous l'avez dit... Les chiffres qui sont tombés cette semaine, 2300 blessés selon le ministère de l'Intérieur parmi les manifestants. Et dans les forces de l'ordre, 1500 blessés dans les forces de l'ordre, toujours selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 3000 blessés, autant dans les forces de l'ordre que si on cumule. Dont certains qui vont rester handicapés à vie, ça a été évoqué. Et donc, je veux dire, le travail que nous avons devant nous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est effectivement comment on arrive à revenir à ce qu'on a connu par le passé, ce que j'ai connu moi, encore dernièrement, à avoir des manifestations qui se passent effectivement dans le calme. Je veux dire, ça ne devrait pas être utilisé, hein, ce moyen de défense. Mais quand on voit ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, ne serait-ce que le samedi dernier, mais ça fait globalement à peu près depuis le mois de novembre que ça dure. Et il y a une exaspération d'ailleurs dans la population qui est en train de naître par rapport à ça. Moi je suis très attaché à la liberté de manifester. C'est primordial dans une démocratie. Mais il faut qu'on arrive effectivement à revenir sur des manifestations qui sont déclarées, dans lesquelles effectivement on ne rencontre pas de personnes ultra violentes, des personnes qui cherchent à renverser la République, qui s'attaquent à nos forces de l'ordre. Et je veux dire, c'est l'objet de la loi, et j'assume totalement d'avoir voté cette loi. Oui, justement, la loi donc anti-casseurs, qui a été surnommée comme ça, elle a été votée le 5 février à l'Assemblée nationale. Il y a eu 387 votes pour, 92 contre, 74 abstentions, donc quand même 50 députés de votre camp, de la République En Marche. C'est preuve que quand même, ça ne fait pas l'unanimité, y compris dans la majorité. J'ai manifesté. Je sais ce que c'est qu'effectivement une manifestation qui se passe dans de bonnes conditions. Et dans cette loi, vous pouvez la lire et la relire. On facilite la déclaration.
une seule personne d'un même département suffit pour pouvoir effectivement déclarer une manifestation. Derrière, il n'y a pas de fouille à l'entrée des manifestations qui pouvaient énerver les manifestants. Donc, les gens ça a peuvent été se envisagé rendre. à un moment donné, et puis vous avez fait marche arrière quand vous avez vu Et le il fallait tollé. faire marche- Hein. Et il fallait faire marche arrière sur ce sujet, de façon à permettre à toutes celles et ceux qui veulent manifester puissent effectivement se rendre sur la ligne de On manifestation. va faire parler donc Céline Roy et Richard Diver. Vous, dans cette loi anti-casseurs, quelle est la mesure qui vous paraît remettre en cause nos règles démocratiques? Alors, ce qui me fait doucement sourire, c'est que M. Barbier, vous dites que vous êtes très attaché à la liberté de manifester et vous votez pour cette loi. Pour moi, qui est une loi liberticide et qui ne va pas du tout dans le chemin de la liberté de manifester. Vous demandez des personnes qui déclarent les manifestations en préfecture. Ce que je conçois et ce que je trouve tout à fait normal aussi. Comment voulez-vous qu'une personne déclare une manifestation, imaginons, sur les Champs-Élysées, et que ça prenne la tournure que ça prend actuellement? Ça veut dire que cette personne-là en assumerait les conséquences derrière. Y compris parce Y que compris les casseurs débordements. payeurs, y compris les frais financiers. Exactement. Est-ce que vous prendriez cette décision de dire « je lance une manifestation », imaginons de votre parti politique ou autre, et je vais assumer tous les frais qui peuvent arriver derrière, sachant que tout le monde peut se joindre à cette manifestation. On va le passe faire actuellement. répondre tout de suite. Vous êtes prêt à mettre votre nom au bas de la déclaration en préfecture Mais et d'assumer les risques Mais financiers? depuis le début, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé effectivement à pouvoir entrer en négociation avec le mouvement des Gilets jaunes. Et personne n'est venu négocier. Qu'est-ce qu'on a dit dès le début? Il faut structurer, que le mouvement des Gilets jaunes se structure pour éviter ce à quoi on est en train d'arriver aujourd'hui. Ah non, Et je poursuis. Interdiction, on l'a mis dans cette loi, interdiction effectivement de manifester avec le visage dissimulé, casqué, cagoulé. Mais quels sont les éléments qui infiltrent le mouvement des Gilets jaunes et qui sont des éléments ultra-violents? Des gens qui arrivent masqués, cagoulés, du tout. et qui effectivement sont derrière des casseurs sur les manifestations. Pas du tout. Et qu'est-ce qu'on a fait par ailleurs? On a dit que les personnes qui étaient ultra-violentes n'auraient plus le droit de manifester. Tout ça pour effectivement permettre que les manifestations enfin se passent. On va demander à Richard Diver. Alors, quel est votre avis? Quelle est la mesure qui vous paraît, vous, antidémocratique dans cette loi que Céline Roy dit liberticide? Déjà, au départ, on enlève aux juges un certain nombre d'appréciations par rapport effectivement à un quelconque délit ou Alors, il faut juste expliquer que jusqu'à maintenant, c'était pas possible, mais maintenant le préfet peut dire à quelqu'un « Attention, vous ne pouvez pas manifester aujourd'hui » et il peut même donc le placer en garde à vue. C'est ça qui vous embête? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est en train de faire glisser de plus en plus vers les forces de l'ordre un pouvoir qui ne devrait pas relever de leur niveau. Et on voit qu'au fil des années et des gouvernements, on se saisit de mouvements qui sont certes anormaux parce qu'il y a des violences, mais qui sont quelquefois aussi qu'on laisse faire pour s'en servir comme prétexte, pour ne pas répondre aux réponses d'urgence sociale qui peuvent être posées, pour axer le discours... On va faire répondre le député de La République En Marche qui est venu exprès pour ça. Vous laissez passer les casseurs pour que ce soit le chaos? Bien sûr que non. Bien sûr Mais que non. pour ne pas répondre à l'urgence sociale... Justement, dans cette loi, les personnes qui ont été, condamnées sur des actes excessivement violents peuvent être interdits par le préfet de manifester. Mais, je le rappelle, la personne peut faire appel au juge des référés. Il a 48 heures pour le faire et le juge des référés a 48 heures pour répondre en disant « le préfet a raison ». Ou le préfet a tort et vous pouvez, donc, monsieur, il y a une vraie aller séparation ou madame, des pouvoirs, aller c'est manifester. ça. Il y a une véritable... Donc quand on dit qu'il n'y a pas accès à la justice, bien sûr que si. Je vais juste dire donc les peines encourues au cas où vous manifesteriez si jamais la manifestation n'est pas autorisée. C'est 6 mois de prison tout de même et 7 500 € d'amende. Si vous arrivez avec un visage dissimulé, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Oui. Vous, en tant qu'homme de gauche, ça vous a posé aucun problème de conscience, si je veux dire. Ça ne vous pose pas de problème qu'on en soit aujourd'hui à 200 millions de dégâts payés par l'ensemble des contribuables. Qui a laissé la situation gangrénée? 84% des Français nous disent ça suffit. Je ne parle pas du mouvement des Gilets jaunes. Je ne parle pas des organisations syndicales. J'ai été syndiqué toute ma vie et j'ai manifesté chaque fois que c'était nécessaire et que je jugeais nécessaire. Je dis simplement que ce qui me semble véritablement important, c'est que les ultra-violents, ceux qui s'attaquent à nos forces de l'ordre, ceux qui font effectivement qu'aujourd'hui, il y a eu l'usage du LBD
années 40. Il y a eu des usages de grenades de désencerclement et qui ont fait effectivement qu'il y a eu des blessés. Eh bien, c'est ceux-là, effectivement. Elle n'est pas liberticide. Et cette loi, elle est liberticide contre les casseurs, contre les ultraviolents, contre les émeutiers, contre ceux qui s'attaquent à la République. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Richard Diver? Moi, je dirais que les casseurs, ils sont connus. Les Black Blocs, ce sont des professionnels, entre guillemets, du chaos. Et ils sont connus par les forces de l'ordre. Si on mettait les moyens... Vous partagez la même opinion? Je termine. Si on mettait les moyens qu'on met, par exemple, pour dissoudre des cellules terroristes, pour dissoudre ces éléments-là, eh ben, on pourrait les arrêter en amont. Donc on ne serait pas obligé de mettre des lois après lois liberticides qui viennent entacher le droit de manifester. Mais qu'on mette les moyens au niveau de la police. D'ailleurs, je rappellerai quand même que la case des effectifs de la police du temps de Sarkozy n'a jamais été remise en cause. Donc qu'on donne des moyens aux forces de l'ordre pour faire son travail. Non, c'est pas vrai. Sur les effectifs, c'est pas vrai. Dans l'ancien mandat, effectivement, on a renforcé. Mais simplement, c'est pas vrai. C'est-à-dire que sous Sarkozy, en effet, les forces de l'ordre ont diminué en nombre. Et après, sous François Hollande, où vous étiez déjà député PS à l'Assemblée nationale, vous dites que les effectifs ont augmenté. Les effectifs ont augmenté. Mais vous les connaissez. Enfin, vous pensez que les forces de l'ordre connaissent les casseurs ou pas? J'adhère à ce que dit M. Diver. Il dit si, effectivement, on avait les moyens de les arrêter, c'est ce que prévoit la loi. C'est ce que prévoit cette loi. C'est la même qui a été utilisée globalement, les mêmes sujets en ce qui concernait les hooligans. Et ça a été traité. En plus, sur cette loi, les choses sont claires. Il y aura un bilan de ce qui aurait été fait. Le gouvernement s'engage à remettre à l'Assemblée nationale, effectivement, le bilan. L'Assemblée nationale, si cette loi, ne fonctionne pas, elle sera revue. Mais ce que vous dites, puisqu'on les connaît, puisqu'on en connaît un certain nombre, ça va tout de suite permettre de leur s'interdire de manifester. Et ils pourront faire appel, parce qu'ils pourront le faire dans les 48 heures. Mais ce que vous dites, arrêtons effectivement les gens qui cassent et interdisons-les de venir sur une manifestation, ça sera le cas. Ça sera le cas avec la loi. Alors, je pensais que vous alliez en parler l'un ou l'autre. Céline Roy, quand même, Emmanuel Macron, le président de la République, a demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur cette loi. Vous en pensez quoi? Je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, ce qui me fait doucement sourire, c'est quand M. Barbier, je vous cite, celui qui vient casquer ou masquer à une manifestation risque d'être puni. Actuellement, quand vous regardez toutes les manifestations, vous savez très bien, et ça vous ne pouvez pas me dire que c'est faux, qu'il y a les équipes de Black Blocs et il y a les Gilets jaunes. Même dans les gilets jaunes, les personnes viennent avec un masque pour se protéger et des lunettes de plongée. Alors attention, parce que même quand on vient avec des lunettes de plongée, on peut finir en garde à vue, on l'a vu. Hein. Donc ça veut dire que, au final, cette loi, elle sert à quoi? Elle sert ni plus ni moins à faire de la répression. Et ça, j'en suis sûre et certaine. Parce que vous connaissez très bien les Black Blocs, vous connaissez très bien les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui font une manifestation avec le climat, où il y a des milliers de personnes, et ça se passe hyper bien. Et quand vous voyez que les Champs-Élysées sont en feu, et là, vous dites, attention, c'est les Gilets jaunes, et on a parlé quand même un petit peu des Black Blocs. Au tout début des manifestations des Gilets jaunes, je ne crois pas qu'il y a eu un seul incident. Si on en arrive à ce stade maintenant, c'est qu'il y a eu un gros défaillement et un gros mépris du gouvernement, dont vous, parce que vous représentez quand même ça. Si M. Macron aurait donné tout de suite des solutions à ce que le peuple criait, parce que là le peuple crie sa misère depuis 4 mois, c'est à ce moment-là que la violence arrive. Un enfant tire sur la jupe de sa mère pendant des heures et des mois, et sa mère lui répond pas, le gosse il tombe par terre, il fait un caprice. Et ben c'est exactement ce qui se passe maintenant. Donc on va faire répondre M. Barbier. Écoutez, vous n'avez pas entendu les Gilets jaunes, vous, le gouvernement, vous, la majorité? Non, déjà, premièrement, on a manifesté, je regarde M. Diver, depuis longtemps. Lui à la CGT, moi à la CFDT, peut-être pas dans le même département. Je n'ai jamais manifesté avec des lunettes, de ski et avec un masque sur le visage. Bien sûr. Jamais. Bien sûr, jamais. Peut-être parce que j'allais pour manifester, j'allais pour revendiquer. Je faisais état de mes revendications. Samedi dernier, il n'y avait plus de revendications. Ah bon? Quand on pille 32, quand on saccage, quand on met le feu à des bâtiments, ce ne sont plus des revendications. Alors, Richard, on va demander quand même à Richard Diver, par rapport au Conseil constitutionnel, que le président de la République en appelle à cette instance supérieure pour dire est-ce que cette loi anti-casseurs est constitutionnelle ou pas, vous en pensez quoi? Ce que j'en pense, c'est que le gouvernement est en difficulté actuellement, d'où ce renforcement de cet arsenal répressif et coercitif. Et pourquoi? Parce que le gouvernement, et on l'a vu dans le pseudo-débat lancé par celui-ci,
n'a servi que de faire valoir à Emmanuel Macron pour réasseoir sa politique, mais à aucun moment il y a une volonté de répondre à l'urgence sociale. J'en veux pour preuve qu'on continue, dans le même temps qu'il y a le débat, à avoir des lois qui tombent. On continue à casser le statut de la fonction publique, de supprimer des fonctionnaires alors que les citoyens demandent plus de services publics. Si vous supprimez des fonctionnaires, on ne pourra pas avoir des services publics en nombre en face. On en continue. C'est-à-dire que ce débat, si vraiment il avait été un réel débat, il aurait dû permettre une trêve. On débat, on amène un certain nombre de choses. À l'issue du débat, on discute des solutions apportées. Mais ce n'est pas le cas. Le cas est que le gouvernement veut continuer et que pour continuer, il met son arsenal. D'où l'intérêt, effectivement, de lancer une négociation. Dès les premières manifestations, le gouvernement a demandé effectivement à pouvoir négocier. Personne n'est venu autour de la table. Et je partage totalement sur le fait, effectivement. Et j'étais peut-être un des premiers des députés, effectivement, dans une tribune du Monde, au mois de juillet l'an dernier, à alerter le gouvernement sur, effectivement, qu'il y avait besoin de plus de justice sociale dans ce pays. Voilà, c'est à la veille du congrès de Versailles que j'ai effectivement signé cette tribune. Et je partage sur le fait qu'on est allé vite sur un certain nombre de choses et que derrière, il y a des gens qui ne se retrouvaient pas dans ce que nous avons réalisé. Il y a déjà eu 10 milliards qui ont été mis sur la table, sur un certain nombre, effectivement, d'aides qui étaient nécessaires. Est-ce que vous pensez que les mesures qui vont être prises et annoncées après le grand débat, ça va continuer justement à calmer tout le monde ou pas? En tout cas, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait une négociation autour de ces mesures et qu'il est plus que le temps de se mettre autour de la table. Oui, mais vous ne savez pas avec qui se mettre autour de la table, mais avec qui, c'est visiblement votre problème. Mais je vois des gens qui étaient gilets jaunes qui rentrent dans des partis politiques et c'est bien. Moi, j'invite elle rentre maintenant à la France Insoumise. Parce que derrière, d'autres sont rentrés dans d'autres partis. Et parce que derrière, effectivement, il y a une nécessité, effectivement, de pouvoir discuter, négocier et faire des avancées et les constater et les porter sur l'ensemble du territoire. Construire, vous êtes prête à construire? Alors moi, je suis complètement prête à construire. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Quand vous parlez de négociation, j'ai moi-même rencontré Madame Barbara Bessobalo, députée de la Haute-Saône, qui n'a su m'apporter aucune réponse. Non, attendez, on va pas dire du mal de quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre. Je dirais pas de mal d'elle, je rapporte juste ce que j'ai entendu et ce qui m'a été dit. Elle m'a dit que toutes les mesures que vous alliez prendre, donc ça c'était début novembre, ne seraient qu'effectives dans 3 ans. Je vais être obligée de vous interrompre parce qu'il reste très très peu de temps dans cette émission. Entre nous là, on est juste entre nous, vous avez misé sur un essoufflement du mouvement. Et au bout de 4 mois, vous vous dites, on n'avait pas prévu ça. Complètement. Non. Je crois qu'à partir du moment où il y a un grand débat qui est lancé, qui est la première fois que ça se passe dans un pays, qui a peut-être, je l'espère, un référendum derrière sur un certain nombre de questions qui seront posées. La première des choses qu'il fallait faire, et j'invite toujours les Gilets jaunes à le faire, c'est de dire aujourd'hui, rentrons dans la négociation. Négociation, ce sera la fin du mot pour aujourd'hui. Merci madame, merci messieurs. Bon dimanche après-midi à tous. Au revoir.